Salut, c'est Akod pour BGP Music Live. Euh, Là, on n'a pas besoin de te présenter parce qu'on se connaît, on s'est vu au Mency. Et au niveau du line-up, c'est quoi au niveau du live? Raph, il est revenu? Alors Raph est revenu, en fait il est revenu au Mency. Donc voilà, mais il était parti parce qu'il avait eu des changements, un petit peu de vie. Il y a tout qui lui arrivait en fait en même temps sur la gueule. C'était très compliqué de gérer en fait des changements aussi radicaux dans une vie et un groupe de métal. Donc il est parti et puis le sort a fait qu'il est revenu parce que nous on était en galère au Mency comme tu le sais de batteur et puis il est revenu nous dépanner et puis du coup il est voilà comme nous on s'entend tous très très bien dans ce groupe évidemment mais il est resté avec nous. Ok. Et c'est Nico Ranco Müller sur l'album, c'est ça? Ouais, c'est en fait on était enregistré donc au studio Art Music chez Sébastien Camille qui se trouve dans le Var on a eu en fait le dépannage de Nicolas Ranco qui joue dans Aeon, qui est un ancien de Svartkrone, qui nous a dépanné au pied levé. Il a appris très très vite les chansons et puis il est venu nous les enregistrer au studio. Ça s'est très très bien passé. C'est un mec très professionnel. C'est un studio aussi très professionnel. Donc tout s'est bien déroulé et puis on est très très content du résultat. Bien. En plus, pendant qu'on était au Mency, l'album était en cours de mixage et mastering au Fine Ouais, Destination Trick Studio. c'est ça. On l'a envoyé donc mixé et masterisé donc en Suède par Jen Pogren et Linus Corneliusson. Le nom est un peu compliqué. Euh, c'est ceux qui ont fait donc ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait Creator, Dimmu Borgir, ils ont fait énormément d'énormes productions. Donc ils avaient fait l'album précédent, le mixage et le mastering de l'album précédent. On a gardé donc en fait la même équipe pour cette suite. Et ils nous ont fait un son. Alors, je trouve que le son est encore plus costaud que le son de The Triomphe. Il est un peu plus encore organique. On a mis encore un peu plus la basse en avant. Et le résultat est vraiment super sympa. Enfin, à mon avis, hein, évidemment. Non, on en parle un peu plus tard. Et aussi, tu as notamment la signature chez Les Acteurs de l'Ombre. Je trouve ça bien parce que t'as pas mal de groupes qui avaient tendance à partir du label pour grandir, tu vois. Du genre Déluge, on regarde les hommes tomber. Là, Ouais, c'est ben en fait, content. pour moi, les acteurs de l'ombre, en fait, quand on cherchait en fait des deals pour cet album, on a reçu le deal des acteurs de l'ombre qu'on a trouvé très intéressant. Et ce qui nous a aussi motivés pour partir chez eux, c'est en fait la motivation de l'équipe des acteurs de l'ombre. C'est uniquement des passionnés de musique. De black metal, de death metal. Ils sont nombreux, ils ont chacun leur tâche propre. Mais enfin, on voit qu'il y a une réelle ferveur, il y a une flamme qui les habite. On le voit quand ils font des festivals comme l'Adlo Fest, on voit quand ils font la promo de groupe. C'est vraiment une équipe fantastique. On est vraiment content d'en faire partie. Et enfin, pour l'instant, comme tu l'entends, tout se passe très très bien avec eux, quoi. Là, vous allez sortir le cinquième album pour Règne, Opacity and Beyond. Il est dur celui-là. Ouais, ça va. Le 16 septembre. Ouais. L'histoire, c'est quoi? C'est tel personnage qui est dans l'enfer des abysses de Dante. Alors, en fait, c'est assimilé à Enfer de Dante, mais en fait, c'est tout simplement dans le premier volet, c'est une personne en fait qui meurt, qui passe dans la privie. Et étonnamment, cette personne, en fait, son âme, c'est une âme un petit peu hors du commun, puisqu'il reste éveillé dans cet enfer. Donc, au fur et à mesure du premier album, il lui arrive pas mal de péripéties parce qu'il essaie en fait il comprend pas pourquoi il est réveillé et il essaie évidemment de fuir cet enfer. On voit dans le deuxième album, donc à la fin du premier, on pense qu'il a réussi à s'enfuir. Malheureusement, dans le début de Fourth Reign of Opacities and Beyond, on comprend qu'il n'a pas pu s'en sortir. Et évidemment, il va tomber de plus en plus bas. Autant il va partir encore plus profond dans cet enfer, mais aussi dans son âme. Il va complètement changer. Et au fur et à mesure donc, des chansons de ce nouvel album, on va voir des transformations sur ce personnage. Et il y en a d'autres qui vont arriver sur scène aussi. Donc voilà, il est construit un petit peu de façon cinématographique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a plusieurs interventions parlées dans les chansons pour un petit peu visualiser ce concept. Et t'as vraiment upgradé le niveau au niveau du chant, de la narration en français.
on ressent pas mal de divers sentiments. Enfin, tu as de l'ironie, tu as de la peur. C'est ça, on a essayé voilà, comme on est, en fait, c'est une histoire, donc on essaye de faire voyager l'auditeur. C'est vrai que moi, je serais le plus heureux si une personne me dit, j'ai aimé ton album, je l'ai mis, j'ai foutu un casque sur la tête, je me suis calé, et puis je l'ai écouté en fait d'une traite, pardon, et ça m'a fait voyager. Voilà, moi, c'est sûr que moi, c'est le plus beau compliment qu'on pourrait me faire. Et j'essaye en fait d'inviter les gens à faire ce genre de voyage avec nous. On a construit ces titres-là pour ça, pour partir en fait d'un début d'une histoire à la fin d'une histoire, même si c'est le deuxième volet de notre trilogie. Et les petits passages parlés, voilà, on a essayé de les inclure parce qu'avant, dans notre musique, ça ne s'y prêtait pas. Là, on a pu le faire, donc on l'a fait. Et puis, c'est vrai que ça aide, je pense, à visualiser le concept. Ça nous donne des petites touches sur la chanson en disant, voilà, il se passe ça à ce moment. Voilà, c'est notre vision à nous, évidemment. Et on espère que d'autres personnes vont embrasser en fait cette vision complète de cet enfer. Et tu as aussi l'orchestration qui apporte vraiment un plus. Bien que des fois, je trouve, des fois, un peu trop présente. Il faut plusieurs écoutes pour se concentrer sur plusieurs choses après. Là, c'est toujours bien, je pense, dans un album enfin, pas forcément métal, mais dans un album tout court, en fait, de faire plusieurs écoutes et de redécouvrir des petites choses plus tard. C'est en fait, comme un film, hein, comme un film, tu peux le voir une fois et puis tu as raté des petites choses, puis tu le revois une deuxième fois et puis c'est toujours un plaisir, tu vois, de se dire, ah, mais j'avais raté ça, j'avais raté ça. Donc c'est cool. Et puis même, comme on laisse beaucoup comme on dit en anglais, de Eastern egg dans nos chansons, je pense que même peut-être un an après ou peut-être à la 10e écoute, d'un coup, on va se rendre compte de quelque chose et se dire, ah, putain, mais ces salauds, ils avaient planqué ça ici et on l'avait pas vu, quoi. Et je trouve même l'intro au niveau de l'orchestration, c'est un peu le calme avant la tempête, tu vois. Complètement, en fait, alors sur le premier album Divine Triomphe, on bossait avec quelqu'un pour les orchestrations et puis comme on a eu du temps pendant le Covid, on a décidé de s'équiper en fait en logiciel et on a travaillé nous-mêmes les orchestrations. Il faut savoir que c'est Jérôme qui fait la musique. Et comme on a eu beaucoup, beaucoup de temps, il a commencé à bosser là-dessus. Et puis tout seul, en fait, il s'est mis à apprendre à tout faire. C'est rigolo parce que bon, il y a quand même du violon, du piano, des trompettes, des voix. Il y a beaucoup de choses et il y a énormément de richesse dans ces orchestrations. Et il a réussi à tout inclure sur notre musique. C'est vrai que l'album est plus riche en orchestration, alors, sans non plus trop, on va dire, saturer. Il faut, enfin voilà, sans saturer non plus notre musique en sample. Mais ça apporte vraiment quelque chose on va dire, d'un peu plus grandiloquent sur certains passages. Ouais, c'est clair. Et là, tu as fait guitare, basse chez Jérôme, batterie chez Sébastien Camille, chant Alors, chez Shooter. on a fait, alors en fait, il y a certaines parties qui ont été enregistrées, musicales, qui ont été même vocales, qui ont été enregistrées chez Jérôme, parce il a en fait son studio dans une espèce de cave voûtée du siècle dernier, donc il y a une atmosphère un petit peu particulière. Donc c'est vrai que quand on se retrouve le soir pour bosser là-bas, il y a des parties qui rendaient vraiment très très bien, qu'on a gardées. Du coup, on rendait mieux qu'en studio, parce qu'en studio, tu es quand même dans un truc un petit peu aseptisé. Donc, tu peux pas ressortir la même intention en fait que dans ce genre d'endroit. Et puis après, bon, pour les autres prises un peu plus standard, on a fait les prises de voix chez Shooter de Dagoba au Eagle Black Studio, les prises guitare, batterie, basse donc chez Sébastien Camille de Studio Art Music. Je m'en mêle les pinceaux. Et puis voilà. En fait, c'est tout. Il y a aussi l'apparition des voix féminines, il y a vos compagnes plus Charlotte Acme. Il y a eu Charlotte qui est venue, Charlotte Acme, Xel Anyanka qui est ma compagne. Charlotte, c'est la compagne de Shooter, hein, de Dagoa. Et la compagne de Jérôme, Audrey, donc qui a fait des voix notamment sur l'intro. Et puis, toutes les trois, elles étaient sur une chanson où il y a justement des sorcières en fait qui font des invocations. Et Xel était sur les petits dialogues qu'il y a de temps en temps dans les titres. Ok. Et t'as porté quoi, Shooter, au niveau du chant?
Ah ben, comme d'habitude, moi j'ai enregistré déjà plusieurs productions là-bas. Et ben, ce qui m'apporte, c'est que c'est quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de travailler. Il apporte toujours, ben, c'est pas quelqu'un qui va juste appuyer sur on sur le micro et puis après qui va l'éteindre en fait tout simplement. Donc il est à l'écoute. Il y a un confort très important. Il faut savoir quand on est en studio, on va enregistrer en fait des titres qu'on a écrit chez soi ou en local de répétition, hein, selon les groupes. Et quand tu arrives en studio, tu es toujours un petit peu, on va dire, tu as un léger stress de vouloir bien faire. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui te rassure à ce moment-là, qui te dit, bah, écoute, ça c'est bien ce que tu as fait, c'est bien. Ou alors, tu vois, ça, ben, ça c'est cool. Est-ce que tu as pensé aussi à peut-être à le faire comme ça? Tu vois, c'est des petits points de détail qui sont importants. Mais quand tu es rassuré, quand tu viens, tu déroules tes chansons, et puis ben, que tu as un chanteur qui est quand même des plus grands chanteurs de métal français, qui te dit, ah, putain, la chanson est cool, le titre est bien, tu vois, donc c'est rassurant. Tu te dis pour le futur, ben, quand il va être mixé et masterisé, voilà, j'avais une idée sur cette chanson. Maintenant, quand même, j'ai un professionnel qui me dit ce titre, il va bastonner. Tu souffles. Et aussi au niveau de la compo, tu as toujours des riffs aussi fédérateurs. Ouais, ben, il faut des. Enfin, nous, on aime bien nos titres, il faut qu'il y ait de la mélodie. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti, je pense, tu dois penser à Prophecy of Agony, le premier single peut-être qu'on a sorti. C'est un single qui a très très bien fonctionné. On a eu énormément de bons retours sur parce que ça a été Black Metal Promotion. C'est une chaîne YouTube qui a 308 000 abonnés, qui a adoré l'album et qui nous ont donné un coup de pouce. Ils ont décidé en fait de nous aider sur les singles et de les promouvoir sur leur chaîne. Et on a vu en fait des commentaires du monde entier qui, euh, qui, qui ont adoré la chanson. Donc, on a été content de ce choix de premier single, puisque apparemment, ben, on n'a pas eu de mauvais retour pour l'instant. Donc voilà, on croise les doigts. Pour l'instant, c'est ma préférée de l'album. Ah ben, tu vois, moi, c'est une de mes préférées aussi. Hein. Elle est plus calme, elle est plus, on va dire, plus accessible, mais enfin calme, entre guillemets, quoi. Mais je trouve que c'est un très, très bon single, c'est un très bon titre. D'ailleurs, tu vas voir le premier clip qui va sortir, c'est sur cette chanson. Ouais, c'est hors de main. Mais rien que les riffs, les lignes de basse, Ouais. Ah ben tu sais, c'est les compositions à Jérôme. Hein. Ça, je pourrais pas te dire. Malheureusement, il n'est pas avec moi. Je pourrais pas te dire comment il compose. Je sais que ça se passe la nuit. Je sais il se met dans son studio. Et comme je dis, son studio voûté là, plein de pierres apparentes. Et puis je sais il bosse de nuit. Moi, j'ai les matins. Je me lève très tôt moi le matin. Je reçois des fois 5 heures du matin. Je reçois un message. Il va se coucher et puis il m'envoie. Il me dit ah j'ai fait ça. Super. Alors, j'arrive. Je pars en retard pour aller bosser. Je fous mon casque. Et puis, ben, j'écoute ce qu'il a foutu pendant la nuit. Et il faut avouer il est quand même très, très inspiré parce que, ben, je veux dire, il y a de la gratte, il y a de la basse, il compose, il va faire des orchestrations et du piano, il y a des trucs. Il y a quand même pas mal de choses. Faut le faire, faut se sentir inspiré pour le faire. là, c'était quoi ton approche du chant sur cet album par rapport au précédent? Je voulais inclure un peu plus de choses, comme voilà, ben, notamment le chant parlé. Je voulais inclure euh, alors, sur le premier, il y avait un petit mélange en fait de deux voix. Je trouvais que c'était important dans le premier parce que comme il y avait une dualité en fait dans l'esprit du personnage, c'était bien de faire les deux voix. Là, maintenant, qui se retrouve vraiment tout seul, on en a gardé qu'une, plutôt la voix black metal, avec quelques backings en fait sur certains mots choisis. Et voilà, je voulais donc incorporer des morceaux de parler français. Et tu verras, ben, au fil des compositions qui vont arriver plus tard, on continue un petit peu cette recherche de plusieurs chants, plusieurs voix, vraiment le côté cinématographique de notre musique. Quoi. Je trouve que tu passes vraiment en acteur, narrateur cette fois aussi. Ouais, ben c'est ça. Ben, voilà, quand on essaye de construire tout ça comme un film, effectivement, ouais, on essaye de passer à la fois, j'essaye de passer à la fois de chanteur, on va dire entre guillemets, ouais, c'est ça, à acteur, à narrateur, à donner un petit peu voilà, plusieurs facettes en fait à nos chansons. Et aussi, j'aime bien le moment où les sorcières chantent, enfin, un scandent, seuls les morts m'entendent. Ouais. C'est vraiment un peu oppressant. Le mec, il a l'air tout seul.
Ouais, et puis à la fin, tu vois, est-ce que tu m'entends? C'était un passage, je sais pas quand est-ce que j'avais écrit celui-là, et je me suis dit, il faut absolument ça sur cette chanson, puisque c'est une chanson qui parle des sorcières, c'est des personnages qui arrivent à la deuxième partie de l'album, et qui vont être des personnages très importants pour la suite des albums et des spin-offs qu'on fera sur cette histoire. Et donc, voilà, c'était un passage important quand elles arrivent, et je voulais un petit peu quelque chose qui marque un peu l'esprit. J'aime bien aussi ton ironie sur truc de Astraldor. Oui, C'est du ouais, genre, t'es dans la merde, mais tu vas être encore plus. ouais, bah ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça. Il faut qu'il y ait un petit peu, tu vois, des tons différents, que ce soit pas juste en fait une lecture de texte. Il faut que ce soit un petit peu vivant quand tu tu dis, comme quand on chante. L'intention c'est très important, et quand on parle, il faut qu'il y ait du ton dedans. Et surtout, ça va aider les gens à visualiser notre univers. Je pense que quand on écoute la chanson et qu'il y a des petites interventions comme ça, en plus en français c'est cool parce qu'on chante en anglais, les Anglais vont plus visualiser la chose, alors que les Français, ben, on sait très bien qu'on est tous quand même, enfin, la plupart, très mauvais en anglais. Donc, c'est cool qu'il y ait des petites interventions comme ça nous permet de voir plus facilement où on se trouve, et on voit bien que, comme tu dis, que c'est vraiment la merde, quoi. J'ai l'impression que sur Faux Reign Over Justice, tu passes un peu en chef de guerre. En chef de guerre, Un peu ben, tout, l'album est plus sombre. L'album est plus sombre, donc effectivement, il faut que ce soit peut-être plus directif. Après, je ne sais pas si c'est exactement le sens de ta question, mais C'est quand enfin, tu sais, quand tu fais le discours. oui, d'accord, sur Ouais. la chanson éponyme. Oui, oui, ben c'est plus en fait, comment on appelle ça, une sorte de messie en fait qui va venir expliquer. Tu vois, en fait, il y a ce genre de choses. Tu vois vraiment le gars sur le haut de sa colline en fait qui est en train d'expliquer à tous ces pêcheurs en fait ce qui est en train d'arriver. Voilà, il y a vraiment un changement radical qui va se passer, et ben, il est obligé de faire là. Pour lui, c'est un des moments les plus importants de sa vie, et puis il est en train de répandre la parole en fait à toutes ces brebis, quoi. C'est une chanson qu'on a beaucoup aimée. D'ailleurs, ce passage-là a été enregistré dans la cave, en fait, la cave de Jérôme. On l'a gardé parce que justement, l'intention de ce passage a pas réussi en fait à être refait en studio. Voilà, on n'arrivait pas à le faire. Alors que c'était la première prise, hein. On a fait la première prise comme ça en recording. On a dit, bah, c'est bon, elle est super, on la garde. On Voilà. sent que c'est hyper spontané. Même Ouais, dans la ouais, manière complet. de parler, c'est. Ouais, c'était très, très spontané. Et puis ben, comme je dis, j'ai essayé de la refaire là-bas. On l'a réécouté, on a dit, putain, c'est dommage. Voilà, on était resté sur cette première impression. Et on a dit, ben, tant pis, le son va être. Enfin, et encore maintenant, avec les studios de maintenant, on n'entend même pas qu'il y a une différence, en fait, dans le son par rapport aux autres prises. Mais pour nous, c'était inconcevable de ne pas la garder, quoi. Et au niveau de l'orchestration, c'était quoi vos inspirations? Alors, les orchestrations, comme c'est Jérôme, je vais essayer de répondre à sa place sans dire de bêtises, mais bon, Jérôme est un gros, gros fan de black metal, de death metal, de musique un peu en tout genre. Et ben, tout bêtement, quand tu écoutes en fait, quand tu écoutes du Emperor ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on retrouve. Par exemple, la nappe qu'on a sur Through the Astral Door, ça me fait clairement penser à du Emperor, cette nappe qui est un peu oppressante, qui suit. Il y a évidemment un petit peu de Cradle of Filth, il y a un petit peu de Dimmu Borgir. C'est les influences, je pense, majeures de Jérôme là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un petit peu les groupes avec qui on est comparé. Alors, plus Cradle of Filth, Dimmu Borgir, et même un petit peu Behemoth. Mais c'est plus ça que je vois en ce moment dans les chroniques qui arrivent. Donc, c'est plutôt cool parce que c'est quand même des groupes absolument fantastiques, quoi. C'est des monuments du métal. Et je pense que tout vient de là. Après, je m'avance un petit peu parce que c'est sûr que bon, ça sera sa réponse à lui. Quand peut-être tu auras l'occasion de l'interviewer, il faudra lui poser à lui. Et toi, au niveau des textes et des écrits, c'est quoi qui t'inspire? Bref, je vais te dire, j'ai construit cette histoire vraiment, enfin, dans mon imaginaire. Après, je pense que
tout m'inspire, que ce soit des films, que ce soit de la musique. J'ai essayé de construire une histoire un petit peu à part, même si on part de la même base que limite tous les groupes de métal, puisqu'on parle toujours de l'enfer, de choses comme ça. Mais on a essayé de faire vraiment une histoire avec un début et une fin. Pas juste quelqu'un en fait qui se retrouve en enfer et puis voilà, ah là là, c'est dur parce que l'univers infernal est compliqué. On a essayé vraiment de faire tout un cheminement et puis d'élargir les horizons et de proposer à la fin de cette trilogie une véritable fin. Voilà. La question de l'après-vie et de la mort, évidemment, elle est traitée par tout le monde, quoi. Donc, il fallait essayer de trouver une seconde jeunesse à cette question et essayer aussi d'y trouver des réponses, quoi. Ça rappelle un peu les 12 travaux d'Hercule. Le mec Euh, qui fait face aux difficultés. ah oui, ça, ouais, oui. Ben, ouais, c'est vrai que bon, ben, c'est, on peut transposer en fait l'histoire de ces albums à la vie de tous les jours, puisque en fait, les chimères qu'il combat, les choses qui lui arrivent, c'est un petit peu on peut les transposer avec ben, tout un chacun, en fait, les combats qu'il a au quotidien. Quelqu'un qui peut se battre, par exemple, contre une maladie, quelqu'un qui se bat contre des addictions. Donc, voilà, chaque personne, je pense, va voir, va écouter l'album ou lire les paroles et va voir des choses, il va les transposer, en fait, à son propre quotidien et il va le voir de sa façon. Ce que je te disais en début d'interview, en fait, chacun va voir l'histoire voilà, par ses yeux, quoi. Ce qui est cool, quoi. C'est bien. Ça fait plein d'histoires en même temps, quoi. On peut parler du titre Artes Obscurae, qui, pour moi, il est hyper martial, celui-là. Euh, ouais, ben, c'est Artes Obscurae. C'est pareil, c'est une histoire de composition, ça. Jérôme serait plus à même de t'en parler que moi. Disons que je sais plus à quel numéro elle est, Artes Obscurae. C'est dans les derniers. Je sais plus. Je sais plus du tout en quel numéro elle est. Je sais plus, mais tu sais, quand on a construit en fait les chansons, c'est une grosse prise de tête, les constructions en fait et les placements des titres, parce que il faut arriver à mettre en fait le bon titre avec les bonnes paroles et le bon moment de l'histoire. Donc c'est un travail un petit peu de fou parce que tu as des paroles qui vont pas du tout aller avec un titre rapide ou justement des interventions que tu dois mettre qui vont pas aller du tout sur une chanson. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps on se retrouve avec Jérôme justement à la fin des compositions pour pouvoir mettre ça en place et se dire quand ce titre-là, lui il le voit à tel moment, moi je le vois à tel moment, comment faire pour imbriquer les deux. Donc voilà, c'est un travail un peu compliqué. Bon, c'est vrai que c'est sûr, ça c'est parti plutôt à Jérôme, quoi. Moi, je trouve que l'album est hyper fluide dans la setlist. J'ai dû l'écouter, je sais pas, 5 6 fois. À chaque fois, ça À se chaque déroule. fois, tu as trouvé que Ouais. ça se déroulait comme il faut. Ben, c'est que les choix ont été bien faits, tu vois. Je suis plutôt content, quoi. Ah, tu l'as écouté souvent, c'est cool. Moi, je l'écoutais souvent, j'ai dit ça. Et aussi, on peut penser qu'à la fin de l'album, le gars va aller mieux. Mais quand j'entends, par exemple, le riff de fin de Through the Astral Door, on sent que le gars va encore plus bas. Ah ouais, ben en fait, là, en fait, il passe la porte astrale, il part quelque part. Donc, il va dans notre lieu, qu'on découvrira le troisième volet, le dernier volet de la trilogie. Et ça va être la conclusion donc de ce passage en après-vie, de ce passage en enfer. Et ouais, effectivement, il part vraiment dans un. Voilà, enfin, tu vois, cette rapidité au début du morceau, moi, j'imagine, je le vois vraiment passer dans un couloir, tu vois, dans un couloir de temps, quoi, en fait, très rapide. Et ce passage, en fait, ce blast du début, voilà, pour moi, c'est vraiment, il est passé par ce couloir, quoi. Ouais, t'as vraiment aussi l'impression de chute avec le riff de fin. Ah ouais, ben en plus avec le texte narré où en fait justement on voit ces âmes en fait tomber complètement du ciel et tout et puis ce personnage en fait qui voit ce qui se passe et qui justement en parle enfin, il y a deux personnages en fait qui sont en train de parler et voit en fait ces âmes qui tombent du ciel quoi, qui sont rien en fait et voilà quoi. Et les sorcières, elles apportent quoi à l'histoire?
Les sorcières, en fait, ce sont des personnes en fait qui sont toujours vivantes et qui arrivent en fait à faire justement qui arrivent à sortir de leur corps et qui arrivent à passer dans cette après-vie. Donc dans l'histoire, dans les chansons, elles découvrent notre personnage principal. Elles le voient, elles vont essayer en fait justement de se l'accaparer, puisqu'elles ont besoin de lui. C'est une âme hors du commun qui est éveillée dans cet enfer. Elles en ont absolument besoin parce qu'il y a un énorme secret qui sera révélé dans le troisième. Et c'est en fait, ça va être l'élu, quoi, leur messie à elle, en fait. Et on aura aussi la signification d'Acode dans le troisième album. En fait, il y a une partie dans celui-ci et tu auras en fait deux indices, un dans celui-ci et un dans le troisième. Ah, tu veux me faire écouter alors? Et c'était quoi tes attentes au niveau du mix et mastering? Parce que là, on sent vraiment que déjà, Divine Triomphe, il était là. Mais là, vous avez monté encore plus haut le gap au niveau du son et tout, quoi. Ah ben, on a essayé, en fait, on a voulu rendre encore plus organique. On avait un son pas mal organique hein, sur le premier. On a voulu encore plus organique, on entend encore plus sa basse. Donc c'est un plaisir pour tous les bassistes du monde, puisque j'ai vu sur les commentaires sous les commentaires à YouTube de Black Metal Promotion, il y avait pas mal de gens justement qui se réjouissaient d'avoir un son de basse de la sorte. Donc c'était cool et c'est vrai que j'entends pas énormément de prod avec de la basse comme ça. Non, c'est cool. Et puis on a beaucoup de compliments sur la production. Donc les gens disent, voilà, on a quand même un album de Black Death, on entend tout. Ce qui est cool. C'est vrai que maintenant, les studios maintenant et les productions maintenant, c'est un petit peu l'obligation de faire quelque chose de la sorte. Mais voilà, c'est un cap qu'on a passé. Nos albums, on veut qu'ils aient ce genre de grosses prod où tu peux entendre un chuchotement derrière ta tête et puis autant un énorme blast avec des guitares à 2000. Voilà, il faut que tout soit clair. Ouais, par exemple, quand je te disais quand ils disent seuls les morts m'entendent, t'as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui t'entourent, quoi. Ah ouais, il faut, ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Il faut que tu arrives à immerger l'auditeur dans ton histoire et ta musique. Et puis, malheureusement, si le son est pas à la hauteur, c'est difficile d'amener les gens avec toi. Donc voilà, il faut que le son serve la musique. C'est important, quoi. Et puis voilà. Moi, enfin, ce qui est bien, c'est que il faut que les gens écoutent les titres en disant putain, le titre est bien et pas juste ah putain, il y a un gros son. Tu vois, ça, c'est quelque chose. C'est une nuance qui est très importante pour moi, qu'en fait. Et aussi, je trouve The Prophecy of Agony, c'est un peu le nouveau Broken Eyes, tu vois, je pense pour le live, pour le Ouais, Futura. ouais, ouais, c'est un morceau qu'on a déjà joué d'ailleurs en live plusieurs fois. On l'a testé même du coup avant la sortie. Et c'était cool parce que les gens sont venus après nous voir. On nous dit, ah, t'as un nouveau morceau est vraiment très cool. Ça nous plaît beaucoup. On l'a fait plusieurs fois. On l'a fait au Nantes Metal Fest. On l'a fait à une soirée spéciale dans les bureaux de la prod du Hellfest. Et je crois qu'on a joué une troisième fois encore, je sais plus où. Au Ladlo Fest. On m'a soufflé au Lado Fest. Et on a eu beaucoup de bons retours. Du coup, effectivement, ce sera le titre du coup du clip qui sort. Et oui, oui, ça va être de toute façon dans nos concerts, il y aura Broken Eyes, il y aura Road to Nowhere, il y aura Prophecy of Agony. Voilà, il y aura les titres un petit peu phares qui nous plaisent et qui plaisent aux gens, quoi. Et du coup, question live, tu as les release parties qui sont le 16 et 17 septembre. C'est Une ça, annonce préparée. le 16 au Warlock à Nantes, avec toute l'équipe de l'ADLO, du coup, puisqu'ils sont, enfin, ils sont basés à Nantes. Donc, c'était important de le sortir, de faire cette release party le jour de la sortie là-bas. Et le lendemain, on est à Paris, au Hellfest Corner.
qui sont des amis de longue date. Donc, on a été très contents de retourner là-bas. Et par contre, alors, il n'y a pas de concert parce que logistiquement, c'était pas possible de jouer là-bas. C'est des petites, enfin, ouais, tu connais, hein, de toute façon. C'est des petits bars et on n'a pas pu faire de set là-bas. Mais bon, il y a des dates qui arriveront en 2023. On a un festival, bon, c'est un peu loin, c'est en République tchèque pour l'instant, qui est booké à, à Brno. Et puis après, il y a d'autres choses qui arriveront. Mais comme c'est pas encore signé, on va dire, je veux pas me porter malheur en parlant si ça se fait pas, quoi. Parce que pendant la période Covid, on a eu beaucoup de propositions il y avait beaucoup de choses qui devaient se faire pour la sortie de Covid. Et puis en fait, au final, des plans sont tombés à l'eau, il y a eu des annulations, des reports, des machins. Et puis du coup, ben voilà, je préfère rien dire et puis voir en croisant les doigts qu'on en est plein pour la sortie, quoi. Ouais, c'est très bien. Parce que là, franchement, le live, ça a l'air un peu spécial avec tout ce qui est augmentation des coûts, etc., quoi. Ouais, ça devient un petit peu compliqué puisque ben, on voit les annulations qui arrivent un petit peu en pagaille. Le problème, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de fêtes, beaucoup, beaucoup de concerts. Les gens, malheureusement, n'ont pas assez d'argent pour aller tout voir. En plus, il y a un coût de la vie qui est en train d'exploser. Donc, je comprends que ben, les gens commencent à choisir certains concerts et puissent pas tout faire. Et puis ben, pour nous, groupe et organisation, et puis enfin organisateurs et tout, ça devient compliqué parce que tout explose. L'essence, les vols en avion, l'électricité, tout. Et là, ben, je ne sais pas exactement comment on va pouvoir se démerder parce que même en vendant du merchandising, les prix des t-shirts sont pleins de doublés parce que moi, c'est mon métier. Donc, et je vois les tarifs qu'on faisait à l'époque, il y a mais rien que 2 ans en arrière, sont plus du tout les mêmes, hein. Donc, on va se retrouver maintenant à payer des places de concert très chères. Les artistes vont se retrouver avec des frais de route mais monstrueux. Et puis, alors à part les très gros qui vont sortir, comme d'habitude, leur épingle du jeu, je pense que ça va être compliqué pour les petits et encore plus pour les très petits, quoi. Et pour les moyens aussi. Ouais, il y a Shutter qui en parlait. Et aussi, par exemple, B90 qui a dû annuler sa tournée en Angleterre parce qu'on avait Ouais. annulé leurs billets. Et mais pendant ce temps, les prix Ils ont... avaient au moins triplé. Tu fais, Ah ouais, c'est ouais. quoi ça? Non, mais c'est infernal. Et en plus, tu vois, cette espèce de mafia là, des billets d'avion, on le sait tous, hein. De toute façon, regarde, dès que tu commandes, tu vas sur Internet, tu te prends un billet, tu dis attention, dans 5 minutes, le prix va augmenter. Si tu as le malheur de déconnecter ou ta carte a eu un problème ou quoi, tu regardes après, ben, ils ont augmenté le tarif. C'est vraiment un truc de fils de pute parce que on sait clairement que c'est des algorithmes qui essayent de te niquer la gueule. Et puis voilà, quoi, je sais pas. Alors, évidemment, il y a des coûts qui augmentent, mais enfin, je sais pas, c'est aberrant de voir qu'en fait, enfin, voilà, ils se mettent d'accord sur les tarifs, quoi. C'est obligé. Toi, c'était quoi comme tournée avec Cradle? C'était pas du support, c'était quelque chose comme ça? Si, c'était un support. On a fait tourner avec Radle en Europe. Du coup, c'était sur quelques dates, mais c'était en support, en ouverture, parce qu'il y avait nous et Cradle of Filth. Enfin, Cradle of Filth et nous. Mais bon, enfin, sur l'affiche, c'était nous en dessous et Cradle au-dessus. Non, je vous avais vu à la machine. Ouais, c'était un concert très cool. On était très contents, hein. Non, tout fait jouer à Paris, c'est toujours sympa, quoi. Déjà, on joue en France, c'était bien. Et puis, on a beaucoup de potes sur Paris. Donc, les sudistes qui ont des potes sur Paris, pas beaucoup. Et non, et puis c'était une très, très grosse soirée. Très, très grosse soirée. La tournée, de toute façon, la tournée en elle-même, elle a été très cool. On a joué dans des salles monstrueuses. On a fait des pays. On est allé en Pologne, on est allé en Suisse, on est allé en Italie. C'était en République tchèque. Ça a été vraiment super, super bon moment, super expérience. Et puis les gars de Cradle sont vraiment très, très sympas. Et on a eu le temps d'un petit peu sympathiser avec eux. Et on a eu le plaisir de les voir souvent en fait sur le côté de la scène quand on jouait et notamment le batteur qui venait au fur et à mesure des dates, qui restait, la première fois il était venu, il avait fait un morceau, puis après c'était les gens du staff qui nous disaient, puis après en fait il est venu 2 morceaux, puis après à la fin il faisait le set entier, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est quand même, enfin, je trouve que c'est beau, quoi, voilà, un groupe comme ça avec ben, des musiciens qui viennent et qui te regardent, et puis après c'est cool et tout, c'était bien, c'est la musique qu'on écoute et tout, c'est super. Ouais, c'est pas cool. Et du coup, là, vous avez signé une distribution internationale aussi?
Alors, en fait, on va sortir donc à l'Inter par les acteurs de l'ombre via Season of Mist, donc c'est cet album. Et on a aussi deux contrats. Un contrat en Amérique du Sud avec Sulfur Records qui va sortir une édition spécialement pour l'Amérique du Sud et une autre édition qui va sortir spécialement pour le Japon par Zero Dimensional Record. Donc là, en fait, cette sortie, ça va être une triple sortie de cet album avec vraiment trois versions différentes, hein. D'ailleurs, hier, on a reçu le japonais, la version japonaise. Donc, il y a un booklet différent, des photos différentes. Et c'est vrai que enfin, il est très, très bon. J'ai trouvé vraiment très, très sympa. Et d'ailleurs, au niveau de la cover, tu as une continuité graphique avec toujours l'artiste peintre Paolo Girardi. Toujours le même. C'est un peintre que j'adore. Je le suis parce que on adore son travail. Et puis le personnage a l'air vraiment super intéressant. Alors je le connais pas enfin je le connais pas personnellement. Je le connais que par message. Mais j'ai espoir de le rencontrer un jour parce que c'est un gars qui est très intéressant. C'est un ancien catcheur. C'est un fan de Manowar et je vois ses posts et tout. Il a l'air très très cool quoi. Il aime bien manger, il aime bien boire. Moi j'aime ça aussi. Tu vois, je sais pas, ça a l'air d'être un bon vivant et il se prend pas la tête. Et puis c'est un super artiste. Il peint des trucs de fou et on espère que on va pouvoir bosser avec lui évidemment pour la fin de la trilogie parce que ce serait impensable en fait de faire deux peintures pour les deux premiers albums et puis faire autre chose sur la fin, quoi. Et tu peux me parler du contenu de la cover, ce que tu voulais, enfin, les directives que tu as données? Alors, les directives, nous, en fait, le premier album qu'on a, en fait, c'est vraiment c'est l'enfer, en fait, c'est l'enfer. Moi, je le visualise comme l'enfer, en fait, intérieur de notre personnage principal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il quitte ce monde. Et il se retrouve dans un après-vie assez horrible. Et cet après-vie a été mis en peinture par Paolo, avec donc sur la pochette cette rivière de ce Styx en fait, avec ces cascades d'âmes qui tombent en fait, qui serpentent au milieu de fumée, de braises, de feux immenses. C'est une vision assez claire de l'enfer. Voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé en fait ce Styx. euh, qui est fait en fait en cascade. C'est vrai qu'on visualise beaucoup le Styx bêtement comme un fleuve qui s'écoule en fait de façon assez linéaire. Et là, de voir en fait ces cascades avec ces colonnes et tout, ces roches, c'est assez brut, c'est assez voilà. En fait, quand on la visualise, quand on regarde un petit peu tous les détails, parce qu'il y a énormément de détails dessus, on voit que c'est pas un lieu très accueillant, quoi. Hmm. Ouais, par exemple, comme moi, je visualise l'enfer, ouais, c'est pas vraiment des cours d'eau simples, quoi. C'est Ah plutôt. ouais, non, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un monde à part, c'est un monde particulier. Et c'est un monde complètement austère, il n'y a rien qui pousse. C'est vraiment la vision que j'avais de ça, quoi. Est-ce que vous allez dériver le visuel en plus grand, par exemple? Est-ce que, excuse-moi? Est-ce que vous allez dériver le visuel en plus grand? Alors, c'est Par exemple, compliqué sur parce les que comme, tableaux. comme c'est comme c'est une peinture, le problème, c'est que la peinture donc, est prise en photo avec un téléphone. On ne pourra jamais la faire en backdrop parce que ça va être, je pense, trop pixelisé. Là, on va les sortir, on va le sortir déjà en t-shirt. On a vu que c'était problématique pour certains sérigraphes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs et il y a des sérigraphes qui n'arrivaient pas. On a fait des tests et il y avait des tests qui étaient assez peu concluants. Par contre, on va travailler, on espère les avoir pour le 16. On devra en récupérer donc à Nantes, j'espère pour le 16, et on va normalement avoir des t-shirts exclusifs avec justement la pochette dans un cadre. Voilà. Pour l'instant, sur le papier, en design, c'est super beau. On va voir en rendu comment ça va être. Et on trouve plus le premier album, Pomme Zero, sur les plateformes. Aucune idée. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça, c'était. Je t'avouerai que les débuts d'Acode, on était six. C'était vraiment autre chose musicalement. Et puis, ben, on a vraiment évolué sur un autre style de musique. Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas écouté les premiers Acode. Mais tu vois, je crache pas du tout dessus parce que c'est une période de ma vie
Donc, voilà, il faudrait que ça me donne envie de réécouter, de voir ce qu'on faisait à l'époque. Tu vois, on était jeunes, on était fougueux, donc ça, voilà, ça peut être sympa. Mais avant, c'est vrai on était 6, chacun mettait une pierre à l'édifice de composition. Et puis à la fin, ben, c'est vrai que ça ressemblait plus trop en fait au plan qu'on avait au début. Mais voilà, tout le monde y trouvait son compte. Mais au final, ça desservait un petit peu la musique parce que il y avait un élément trash, un élément heavy, un élément black metal, un élément machin. Puis au final, après, c'est un crossover de tout. Et donc, ça ne ressemble pas énormément à ce qu'on avait en tête. Mais bon, ça a fait notre identité. On a fait des concerts avec ces albums. On a fait pas mal de choses. Et voilà, on se construit musicalement grâce à nos premiers albums aussi. Ouais, j'ai écouté First of Poison cette nuit. Des fois, Ouais. c'était Black and Ivy. Des fois, j'ai l'impression d'entendre Björn, tu vois, qui chante. Je sais c'est quoi ça. Mais ouais, Mais je crois que non, mais Bjorn de. Björn de Comment? The Work. Mais je pense Ouais, que l'autre chanteur s'inspirait de lui, tu vois. ben, il a fait, tu sais qu'on a fait un feat avec Bjorn sur, je sais plus si, je crois pas que c'était sur First Earth Poison, je crois que c'était sur l'album d'après, il me semble, où il y a un titre il y a un titre avec lui, hein. Il me semble, hein, ouais. Mais là, la nouvelle identité a été faite avec l'EP qui précédait Ouais, Vivid Triomphe. voilà, en fait, ben, Jérôme, Raph et moi, en fait, on est fans de black metal et de death metal depuis qu'on est tout petit, tu vois. Donc, quand on s'est retrouvés en fait en trio, ben, c'était évident pour nous qu'on allait partir là-dedans. C'est la musique qui nous plaît. On aime les vieux groupes des années 90. Moi, c'est ma jeunesse, hein. J'en faisais d'ailleurs, je faisais aussi du black metal dans les années 90. Donc, c'était pour moi obligatoire de partir dans ce style de musique. Je ne me voyais pas faire du hardcore. J'y connais rien au hardcore. Je sais pas le faire. Donc, même si j'aime plein de groupes de hardcore parce que il y a beaucoup de violence dans cette musique, je me voyais pas faire ça du tout, quoi. Faut être honnête quand on fait de la musique. Et puis, ça se ressent quand les gens l'écoutent. Donc, il faut faire le truc qu'on aime. Non, je trouve le son est beaucoup plus cohérent. Et au niveau de la box collector, t'en as où au niveau des programmes? Parce que t'as quoi, 100 exemplaires? Alors, je crois qu'on est bientôt à 50% de vente. Et j'ai reçu, donc hier, quand on est en allant voir justement les albums du Japon, j'ai eu, du coup, j'ai pu voir, parce qu'on a reçu aussi les pins, les pendentifs et tout, et j'ai vu qu'il y avait ben, les goodies sont vraiment de super bonne qualité. Donc, c'est vraiment très, très cool. On a, euh, on a essayé de sortir aussi une box pas trop chère, parce que souvent, les tarifs des box, ça peut monter jusqu'à 150 euros. Mais on a essayé de faire une box qui était justement en dessous de 100 euros, parce que les temps sont durs. Donc, on s'est dit que bon, ben, on allait peut-être moins gagner sur les box, mais les gens allaient avoir quand même quelque chose, des objets collector sur toute qualité. On a voulu vraiment soigner chaque détail à l'intérieur, que les gens puissent se retrouver avec des produits sympas, puisque bon, quand tu commandes une box, enfin voilà, tu ne peux pas avoir des trucs cheap à l'intérieur, quoi. Si tu as une espèce de pendentif en fer blanc qui va se tordre et tout, enfin, ça fait con, quoi, tu vois, tu es dégoûté. Tu te dis, putain, j'ai mis 80 balles, ou enfin 90 balles, 100 balles, 150 balles dans une box, tu reçois des trucs de merde, tu as envie de le jeter, le machin, puis tu te dis, le groupe, il s'est foutu de ma gueule, donc voilà, c'est pas possible, c'était pas pensable pour nous, quoi. Là, la box, c'est vous ou c'est Lallo? Parce que je La sais que box, Lallo, il fait c'est des nous. box aussi. C'est nous, mais en fait, la duo, tu sais, comme vraiment, on s'entend très, très, très bien avec l'équipe. Ils vont en vendre aussi sur leur web store et sur leur stand quand il y a des fests. Mais voilà, tu sais, on travaille vraiment main dans la main avec l'équipe des acteurs de l'ombre. Et c'est cool. Je pense que là, ils sont contents de notre signature. Nous, on est contents aussi d'être chez eux. Et puis, on voit qu'il y a un engouement là-dedans. Voilà, on est plein à bosser là-dessus. Tu vois, ça change vraiment. Par exemple, de Sony, c'était une équipe assez restreinte. Et là, ben, on se retrouve avec, il y a 20 personnes dedans. Chacun fait un truc. Tu sens qu'il y a, voilà, ça pousse en avant tout ça, quoi. Ouais, Sony, ça doit être un peu plus usine, il y a plus de projets, plus de moins de Ah, temps. ben, ils ont beaucoup de trucs. Et puis, tu sais, en fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux, il y a tellement de décisionnaires, de trucs que c'est toujours très compliqué de faire passer un message. Et envoyer, par exemple, il y avait des gens qui avaient fait des vidéos de réaction, tu sais, au visionnage des clips qu'on avait fait sur l'album précédent, et ils ne pouvaient pas les mettre parce que Sony bloquait les droits.
Donc, euh, donc les gars nous ont envoyé le truc en disant, écoutez, on veut vous mettre en vidéo de réaction, on ne peut pas le faire parce que si, parce que ça. Et ça, en fait, ça te ferme beaucoup de portes parce que ben, tu ne peux pas mettre ça. Les gars qui te disent, ben, est-ce que je peux prendre une chanson parce que je voudrais la mettre en fond sur une vidéo ou un truc comme ça? Ben non, Sony bloque, Sony bloque. Alors il faut envoyer un mail, est-ce que vous pouvez débloquer tel truc? C'est un bordel, c'est un bordel. Et eux, ils sont obligés, ils ont des groupes beaucoup plus connus que nous. Donc, ben, dès que voilà, dès que quelqu'un vole la musique, ben, hop, il coupe le truc. C'est vrai. Mais pour un groupe comme nous, qui sont beaucoup plus, qui est beaucoup plus petit que les autres, ben, peut-être qu'il fallait revoir la politique là-dessus. Et bon, en fait, de toute façon, on n'y est plus, j'ai de dire. Donc. Ouais. Ouais, je trouve que ça tue un peu la promo. Et vous avez déjà un EP qui est dans les tuyaux, enfin qui est déjà enregistré, je sais pas où il en est. Alors en fait, on a un EP qui est enregistré. En fait, pendant le Covid, on a beaucoup enregistré. Au lieu de sortir en fait les albums, parce que ben, le problème, c'est que si tu sors un album en période Covid, tu ne joues pas. Et pour moi, ben, ne pas jouer, c'est perdre en fait son album. C'est dommage parce que nous, on aime quand même, enfin, on va pas se jeter des fleurs, mais sans fausse modestie, on a des très bons retours quand on fait du live. Et c'est quand même une arme assez importante, le live, parce que c'est des gens qui te découvrent, notamment en festival. Et c'est là, en fait, où tu peux accrocher des auditeurs et puis ben, faire découvrir ta musique. Donc, voilà. Donc, on a eu le temps de bosser là-dessus. Et on a sorti, je vais te dire, on a combien de prods? On a un EP et un autre album. De près, ouais, un EP et un autre album. Donc, ça va faire. Donc, c'est pas la suite, c'est pas le troisième volet, mais ça va être un spin-off. Donc, voilà, donc c'est comme l'histoire avec les sorcières, on va un petit peu plus la pousser. Et on aura, dans l'album qui sortira, on a une chanson qui est dédiée uniquement à ce clan-là de sorcières. Alors j'ai hâte qu'il sorte, hein. J'ai envie d'en parler, mais je sais pas si je peux en parler parce que c'est, euh, c'est, euh, ça sera quand même dans quelques temps. Mais c'est un titre qu'on a fait écouter et qui a vraiment été beaucoup aimé. D'ailleurs, la signature de chez Ladlo, quand Gérald, donc le boss des acteurs d'ombre, m'a appelé, il m'a parlé tout de suite de cette chanson-là, parce que j'avais fait écouter comme on se connaît très bien. Il m'a parlé tout de suite de celle-là. J'ai dit, ben, celle-là, elle sortira plus tard. Mais bon, voilà, c'est le titre qui lui a le plus plu, je pense. Ouais. Ouais, vous avez raison de retenir l'album parce que tu as des albums qui sont morts, qui sont sortis juste avant le Covid, Ouais, pendant le Covid. Je ouais. pense par exemple à l'album de Think of the New Can qui est dû sortir en février 2020. Eh ouais. Il s'est fait Ben, chasser par le tu le Covid. perds. Tu le perds. J'ai vu, tiens, je sais plus quel groupe c'était, mais il y a plein de groupes en fait qui ont sorti leur album pile quand c'est arrivé. Et puis enfin, c'est horrible. Tu joues pas. Alors il y avait évidemment, il y avait des lives, des trucs comme ça, mais ça vaut pas un concert. Ça vaut pas un concert, ça vaut pas un festival. Et on a bien vu quand tu te rappelles quand on était au Mency, tu voyais tu voyais l'engouement des gens, tu voyais le sourire sur toutes les têtes, et tous les groupes avaient du monde. Le matin, les gens étaient déjà là. C'était cool. Et puis, on laissait passer les erreurs parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Moi, je me rappelle avoir discuté avec Nightmare, avec Dagoba là-bas, et puis en disant ben, ça va alors et tout. Et puis, tout le monde avait une petite appréhension parce que ben, ça faisait longtemps que vous n'avez pas joué. Tu n'as plus les automatismes. Et puis, ben, tu ne sais pas comment le public va réagir. Puis au final, écoute, tout le monde a très bien réagi. Les groupes, ben, c'est revenu. Puis même s'il y avait de temps en temps quelques petites erreurs, très honnêtement, tout le monde s'en est foutu, quoi. Mais là, un an après, le bilan, c'est que les gens n'ont pas l'air vraiment de revenir vers le concert. Ils vont vers les gros festivals, mais certaines préventes décollent pas, quoi. Ben, ouais, après, je sais pas exactement d'où vient le problème. Moi, je suppose qu'il y a beaucoup trop en fait d'offres et du coup peu de demandes. Puis comme on en a parlé, en fait, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ben, il faut choisir. Et puis, ben, le gros fest, évidemment, c'est que le Hellfest va toujours remplir parce que c'est un festival énorme et c'est une expérience à vivre. De toute façon, si on l'a jamais fait, puis ceux qui l'ont fait, évidemment, souvent ils retournent. Et puis après, même pour les plus petits fests, je sais pas. Après, est-ce que c'est une question d'affiche? Est-ce que c'est une question de lieu? Est-ce qu'il n'y a pas trop de concerts en même temps? Est-ce que voilà. Mais c'est vrai que enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus de fests, hein. Ça fait des années que je fais du métal et je vois qu'il y a, il y a des fests de partout, de partout, de partout, hein. Je sais pas. Alors, est-ce que peut-être des fois, les gens se disent, ben, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tiens, j'ai organisé un festival. Tac, tac, allez, j'ai appelé quelques groupes. Et puis, souvent, des fois, je vois des concerts de trois groupes. Il y a marqué festival dessus, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Tu vois, je me dis, ben, c'est pas un festival, quoi. C'est un concert.
Mais peut-être trop d'offres et pas assez d'argent chez nous tous, quoi. Ça, on a bien vu, hein, tu vas faire tes courses, tu en as pour limite 2 fois plus cher qu'avant. Ouais, en plus, la fanbase, je suis pas sûr que la fanbase de métal grandit aussi vite que les festivals. Aussi. Oui, bah, surtout en France, hein, malheureusement, enfin, c'est pas un pays métal. La France n'est pas un pays métal. Tu sais, c'est pas avec malheureusement le quotidien qui fait un reportage par an sur le Hellfest où il Montrons vous du cul, explique ouais. comment nos culs et que voilà. Alors c'est bien gentil. Ils ont fait venir Gojira et tout. Ils essayent de dire regardez, on est quand même un peu métal, on adore cette musique, mais enfin, montrez-le autrement. Alors essayez de peut-être, je sais pas, de plus s'en passer. Essayez de, 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 de le présenter autrement. Je veux dire, la majorité des gens en France voient le métal comme en fait des teubés qui montent leur cul, qui se vont la gueule, qui crient et qui voilà, c'est malheureux. Ils nous montrent que ça. Et enfin, évidemment, on déconne de temps en temps, mais on n'est pas du tout ça, quoi. On est des métalleux. Il y en a absolument à tous les niveaux de sociaux. Et puis, limite, on a l'impression des fois de s'excuser d'écouter du métal. Moi, je m'excuse pas. Voilà, c'est les gens, quand j'ai rencontre et tout, que ce soit au boulot ou au sport, machin et tout. Ah, toi, tu écoutes du métal? Ah, ça crie et tout. Ouais, C'est quoi ce cliché? C'est quoi ce cliché de merde, quoi, tu vois? ouais, C'est comme, je sais pas, comme s'ils disaient, toi, tu écoutes du rap et toi? Ah ouais, tu es une racaille. C'est ben non, c'est ça. non, quoi. Mais cliché, quoi. Et est-ce que tu as une collab de prévu avec Ed Couture pour Akon? Alors, on n'a pas de collab, donc je sais pas si ça se fera. Ça se passe très bien avec Kate Couture. D'ailleurs, regarde, hein, je Toujours, ouais. supporte fièrement. Ah ouais, bon, on a la chance d'être endorsé par une marque qui nous parle. Donc, c'est voilà, mais enfin, dès qu'on peut, on la met en avant. Et puis, Alex Martinez, c'est quelqu'un d'assez qui fait grincer les dents, je pense, de pas mal de monde. Moi, j'aime beaucoup son humour noir. Je l'ai rencontré du coup au Hellfest. Et moi, j'aime ses produits, ils sont cool. Il a des super visuels, il a un humour assez particulier, mais qui me parle. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour ça arrivera, on verra, il faudra qu'on en discute. Ouais, parce qu'ils ont fait Be Naked, Blue Blast en collab, il me semble. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. On verra possible. Voilà, après, tu sais, nous, on est jamais, on n'est jamais demandeur. Si ça doit se faire, ça se fera. Et puis on verra. Tu vois, il faut qu'il y ait la bonne idée. Il faut pas faire la collaboration juste pour la faire, on va dire. Il faut la faire parce qu'il y a un vrai, il y a un vrai projet derrière. Non, je vois. Et t'écoutes quoi en ce moment? Parce que t'as découvert. Écoute, tiens, je suis devant moi. Je vais faire de la pub pour les acteurs de l'ombre. Voilà ce que j'écoute. C'est les deux compiles de. En fait, c'est la double compile des acteurs de l'ombre qui est sorti un petit peu après le Hellfest, où tu as, plein de super groupes. Hein, donc, évidemment, c'est des groupes du label. Alors, tu sais, tu vas dire, oui, il travaille, il bosse pour sa maison et tout. Mais non, tu as plein de trucs. Moi, j'ai découvert Hool. Alors, je sais pas s'ils sont sur la compile. C'était Gérard qui m'a fait écouter. C'est un groupe de black metal français qui ont fait un truc super fantastique. J'ai découvert aussi récemment Deliverance. C'est le groupe du batteur d'Acme, Ouais, Étienne. c'est tiens, C'est très très sympa. Après, tu as quoi? Tu as Svartkrone aussi, donc un EP excellent. Après, j'écoute quoi? J'écoute hors métal. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, assez récemment, Calandra, que je trouve très sympa. C'est Eivor, avec des chanteuses qui ont des voix un petit peu particulières. C'est cool, c'est très cool. T'aimes pas Eivor? On me dit, hein. Non, Calandra ou Eivor? Ouais, ouais, déjà, je me fais engueuler. je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Bah, écoute, je te remercie. C'est toujours très sympa de discuter un peu avec toi depuis le Mency. Et puis, je dirais à tes auditeurs d'aller jeter une oreille à notre univers. C'est du Black Death, c'est orchestral, c'est euh, c'est un voyage particulier qu'il faut tenter. Voilà, ça peut vous plaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, on aura des clips qui vont sortir. Ça va être peut-être plus facile à, à faire en fait avec un visuel. Donc, il y en a un qui va sortir le 12 et le prochain, ça va être, je pense, au mois d'octobre. Voilà. On les a beaucoup travaillés. Donc, on essaye de faire des clips sympas. Ouais, les clips sont toujours hyper travaillés, quoi, depuis le début quasiment.
Là, et puis tous nos clips vont être liés en fait, hein. Donc, tu sais qu'on aime bien à chaque fois mettre tout bout à bout. Donc voilà, tu vas voir, ça va être lié. Et puis on a beaucoup bossé d'ailleurs. Juste un petit mot dessus. On a travaillé avec Brice Sinker de Smash It Combo et c'était amusant parce qu'il est venu en fait tourner le second clip qui arrivera plus tard en pleine canicule donc dans le sud de la France. Et on a tourné notamment sur un lac, en fait, un lac de sel, en fait, avec des étendues de sel. On était en fusion. On cramait, on avait en plus nos perfectos, tu sais que mes tenues de scène, c'est perfecto, jean, cotte de maille et tout. Donc, mais on a vécu l'enfer sur ce tournage, l'enfer, l'enfer. Mais le résultat est vraiment excellent. Excellent. Ça valait le coup, ça valait la sueur alors. Ah ouais, 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 on a énormément su, hein. On a bu des tonnes d'eau, hein. Bien simple, je crois qu'à 9 heures du matin, il faisait presque 40. Et à 9h30, on avait fini toutes les bouteilles d'eau qu'on avait, hein. Donc après, il fallait continuer, mais sans eau, quoi. L'enfer. L'enfer, c'est ici, quoi. L'enfer, c'était ici, ouais. Merci à toi. Un grand merci, puis je te dis à bientôt. À bientôt, salut. Ciao, ciao.